On a vraiment ce souci en fait de faire du train un maillon de la transition écologique parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, son impact environnemental est moindre. Et puis également d'inventer des modèles autour du train pour permettre effectivement de penser à un aménagement du territoire sans doute un peu plus vertueux que l'aménagement du territoire actuel. Bonjour à toutes et à tous, le podcast Futura Jeune Pousse vous met sur les rails des initiatives positives et à impact, puisqu'aujourd'hui nous parlerons du transport ferroviaire. Avec 6 fois moins d'énergie consommée, 8 fois moins d'émissions de particules nocives et 9 fois moins d'émissions de CO2 par rapport au transport routier, les initiatives vont bon train, comme celle de Railcoop, qui veut redonner du sens à la mobilité ferroviaire. Pour en parler, j'accueille donc Alexandra de Bézieux, sa directrice générale déléguée. Compostez votre billet, Jeune Pousse, c'est parti. Bonjour Alexandra. Bonjour. À l'heure où le flixcam, c'est-à-dire ce sentiment de honte de prendre l'avion, se répand, où les coûts de l'énergie flambent, en quoi le ferroviaire peut représenter une alternative crédible sous l'angle écologique ? Alors, vous avez déjà donné quelques éléments dans votre introduction. C'est vrai que le train est beaucoup moins polluant à masse égale pour le même volume transporté, que ce soit de marchandises ou le nombre de voyageurs transportés. Il y a beaucoup moins d'émissions de gaz à effet de serre qui sont effectivement émises par le train que par d'autres modes de transport. Donc, effectivement, c'est une solution intéressante de mobilité pour se déplacer en ayant conscience en fait des enjeux écologiques. Est-ce que vous avez des données chiffrées à me communiquer justement sur cette part du ferroviaire dans le monde du transport et comment l'accroître ? Aujourd'hui, la part modale du ferroviaire, en France en tout cas, n'est pas encore majoritaire, loin de là, puisque aujourd'hui c'est quand même la route qui est majoritaire en France. Alors, si on parle en fait du transport de marchandises, aujourd'hui la part modale du ferroviaire est aux environs de 10%. On a une bonne nouvelle là, puisque l'année dernière, la part modale du ferroviaire dans le transport de marchandises a tendance à croître, donc ça c'est plutôt positif. Au niveau des voyageurs, en fait, c'est pareil, on est à peu près à 10%. Mais par contre, ce qui est intéressant, donc nous, Railcoop, on y reviendra peut-être, mais on se positionne vraiment sur les radiales province-province, sur les territoires, la desserte de villes moyennes, les territoires ruraux. Et là, quand on considère ces territoires, la part modale du ferroviaire n'est que de 2%. Donc sur ce type de territoire, effectivement, le train a encore pas mal de beaux jours devant lui pour pouvoir aller capter des parts de marché et offrir des solutions aux habitants de ces régions. Effectivement, on en reparlera un petit peu plus précisément sur Railcoop. Pour rester dans le cadre justement du ferroviaire, on a parlé du côté écologique. L'autre vertu intéressante du train, finalement, c'est aussi l'impact social. Vous en parliez sur les radiales, avec la possibilité de désenclavement de certains territoires, ce que vous appelez d'ailleurs la non-mobilité. Est-ce que vous pourriez m'en dire un peu plus ? Alors effectivement, Railcoop se positionne donc sur les radiales, enfin sur les transversales province-province pour desservir les villes moyennes en complémentarité des offres régionales, des offres TER et en complémentarité des offres qui relient plutôt Paris à la province et les grandes villes françaises via le TGV. Nous, Railcoop, on va desservir en tout cas, puisque notre premier projet voyageur sera lancé l'année prochaine, les territoires, les villes moyennes sur les transversales. Oui, il y a un enjeu. Alors, il y a un enjeu de mobilité pour les gens qui habitent dans ces territoires. Il y a un enjeu de mobilité pour les entreprises qui sont situées sur ces territoires pour permettre aussi de permettre à leurs clients, leurs fournisseurs, à leurs salariés de venir travailler dans les entreprises et de collaborer avec elles. Ça, c'est un sujet pour les territoires. Mais également, en fait, il y a un sujet intéressant. Vous parliez de non-mobilité. C'est vrai que le train est aussi un mode de transport dans lequel on peut faire de l'emport de petits colis, on peut faire de l'emport d'un certain nombre de choses. Et ça, c'est des réflexions qu'on porte au sein de la coopérative, de voir aussi comment le train peut amener un certain nombre de produits ou de services dans les territoires de manière ponctuelle, des territoires qui ne sont pas dotés d'un certain nombre de points relais pour accéder à des types de marchandises, par exemple, ou des choses comme ça. Donc voilà, il y a toute cette réflexion qui est menée au sein de la coopérative actuellement par les sociétaires de Railcoop, dans le cadre de cercles de réflexion. Et on a vraiment ce souci, en fait, de faire du train un maillon de la transition écologique parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, son impact environnemental est moindre. Et puis également d'inventer des modèles autour du train pour permettre effectivement de penser à un aménagement du territoire sans doute un peu plus vertueux que l'aménagement du territoire
actuelle. Parlons Railcoop, justement, vous avez annoncé récemment la mise en service d'une ligne voyageur entre Bordeaux et Lyon à l'été 2024, donc prochainement. Est-ce dans ce sens justement que ça a été créé et qu'est-ce que ça va permettre cette ligne ? Ça va permettre de desservir 12 gares sur le parcours. Donc le trajet va de Bordeaux à Lyon, donc en passant par Périgueux, en passant par Limoges, en passant par Montluçon, en passant effectivement par Gannat, par Roanne notamment. Et donc effectivement pour vraiment connecter ces territoires entre eux et puis également pour permettre aussi une liaison directe entre Bordeaux et Lyon et entre Lyon et Bordeaux, puisqu'aujourd'hui vous n'avez pas de liaison directe en train entre ces deux capitales quand même qui sont des grandes villes. Aujourd'hui, si vous voulez aller de Bordeaux à Lyon en train, vous passez par Paris, vous changez de gare. La plupart du temps, c'est en tout cas ça le trajet qui vous est proposé. Donc c'est aussi une manière on parlait un petit peu des impacts du train, mais c'est aussi un maillon de l'inclusion sociale aussi. On parle d'inclusion territoriale, on parle aussi d'inclusion sociale parce que vous avez des gens, effectivement, des gens qui nous soutiennent et qui soutiennent le projet Railcoop, qui sont venus vraiment dans la coopérative avec l'idée de pouvoir utiliser un train de bout en bout sans avoir à changer à Paris. Quand on est en personne en situation de handicap, par exemple, ou une famille avec enfants, c'est pas toujours facile aussi de changer de gare à Paris. On l'a tous fait, je pense, on l'a tous vécu. Et donc l'idée, c'est aussi ça, c'est d'offrir ce service qui n'existe plus aujourd'hui de bout en bout entre Lyon et Bordeaux. Vous parliez des citoyens. Dans votre coopérative, vous incluez aussi les cheminots, les entreprises, les collectivités. Pourquoi de réunir tous ces publics-là et qu'est-ce que ça permet ? À l'origine, on est un projet porté par les citoyens qui avons fait le constat de se dire il manque du train dans les territoires. Et d'autant plus avec les enjeux de transition écologique qui sont les nôtres. Mais pour créer une entreprise ferroviaire, ça demande effectivement beaucoup de compétences, ça demande beaucoup de moyens financiers d'une part, mais ça demande aussi beaucoup de compétences, d'intelligence, de compréhension de différents enjeux, d'enjeux liés au ferroviaire, à la sécurité ferroviaire, d'enjeux liés au service client, à l'aménagement des gares, à l'aménagement des territoires, etc. Et donc, on s'est dit le meilleur moyen de créer une entreprise ferroviaire citoyenne, c'est vraiment d'associer les citoyens dans la construction de cette entreprise. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé une société coopérative d'intérêt collectif, où effectivement, tous ceux qui le souhaitent peuvent rejoindre la coopérative, peuvent participer à son développement. On a des cercles de réflexion, comme je disais tout à l'heure, ou simplement nous soutenir en prenant une part sociale ou plusieurs parts sociales pour soutenir le projet. Mais en tout cas, voilà, contribuer concrètement, collectivement, à la redéfinition en fait de ce qu'on veut en termes de services ferroviaires dans les territoires, et ça nous semblait important pour ça d'associer tout le monde, en fait, tous ceux qui partagent cet objectif. Citoyens et également entreprises, collectivités. Voilà, c'est personnes physiques, personnes morales, c'est important. Et dans les personnes physiques, j'aime bien le dire parce que c'est aussi pour inciter aussi les jeunes générations à s'intéresser au train, parce que je pense que c'est dès maintenant qu'il faut construire aussi les imaginaires autour du train. Il y a la possibilité aussi d'offrir des parts sociales, en tout cas à des personnes mineures. Donc on a un certain nombre aussi de jeunes enfants, adolescents, qui sont sociétaires de Railcoop et qui du coup participent aussi à cette aventure. Donc c'est vraiment une aventure collective pour se dire redessinons le train que nous voulons demain et les services ferroviaires que nous voulons demain. Justement, parlons service, parce qu'on parlait d'ouverture de ligne, mais parlons service, il y a des services à inventer, à réinventer. Quels peuvent-ils être ? Plusieurs types de services. Des services en gare, justement, pour avoir un peu plus d'interconnexion entre le service ferroviaire et la poursuite, on va dire, de la desserte en connectant avec des services d'autopartage, de covoiturage, etc. Donc ça, il y a des réflexions qui sont en cours sur le sujet. La question du service aussi à bord des trains. Donc, par exemple, effectivement, de se dire, plutôt que de charger des sandwichs à Bordeaux ou à Lyon, faisons travailler les restaurateurs le long de la ligne et donc créons des partenariats avec les restaurateurs le long de la ligne pour que, effectivement, on puisse aussi goûter des spécialités à bord du train Railcoop quand on le prendra. Il y a des sujets, on a un cercle qui s'appelle, qui travaille en fait sur tout ce qui est développement culturel. Donc de voir aussi comment le train peut permettre de valoriser les territoires qui sont traversés. Je parlais à l'instant de l'aspect culinaire, mais il y a d'autres sujets aussi. Donc on réfléchit un peu à tous ces sujets. Dans l'aménagement de nos trains, on avait prévu effectivement d'avoir des espaces aussi pour les enfants, vraiment des espaces où les enfants puissent être libres de leurs mouvements et pas simplement rester assis calmement, parce qu'on sait très bien que sur des trajets un peu longs, c'est quand même un peu plus facile de laisser des espaces de mobilité pour les enfants. On a prévu aussi d'avoir des bulles de confidentialité
pour permettre effectivement à des gens qui devraient travailler de bout en bout d'être dans un espace isolé, pour pouvoir téléphoner sans déranger ses voisins, pour pouvoir travailler sur un document confidentiel sans que effectivement les voisins puissent y jeter un œil. Donc voilà, ces éléments-là. Alors, pour être tout à fait honnête, ces propositions d'aménagement étaient construites avec les sociétaires. Aujourd'hui, l'aménagement de nos rames, parce qu'on est encore en attente en fait de financement pour ce projet, pour aller complètement au bout de ce projet, on a décidé, l'Assemblée générale des sociétaires a décidé pour le moment de partir sur une rénovation un peu plus légère. Donc sans doute que sur nos premiers trains, on n'aura pas tous ces services-là. Mais voilà, mais c'est en tout cas l'idée, c'est d'aller vers ça à terme, quand nos moyens nous le permettront. Alors, il y a une question aussi de tarification, parce que malheureusement, sur certains trajets, et encore une fois, on l'a tous vérifié, moi je préfère prendre le train, mais il y a sur certains trajets, c'est très très cher. Est-ce qu'on pourrait réfléchir à de nouvelles modes de tarification pourquoi pas aller faire comme a fait l'Autriche avec son ticket climat, ou l'Allemagne qui a proposé pendant un été un ticket à 9 € par mois pour voyager en illimité sur tous ces trains. Est-ce qu'il y a des avancées à faire sur la tarification pour que ce soit justement ouvert sur le plus grand nombre ? Je vous rejoins, enfin, on a, pareil, encore une fois, on a, je pense, tous fait l'expérience de s'être dit, je vais prendre le train, puis finalement, quand on a mis bout à bout les coûts, on se dit, finalement, malheureusement, je vais prendre la voiture. Et c'est un peu, voilà, avec un pincement au cœur qu'on fait ça. Donc oui, il y a des choses à faire. Alors, ensuite, pour parler de RICOP de manière, dans un premier temps, puis après, j'élargirai peut-être de manière globale, c'est vrai que nous, sur la partie voyageurs, étant donné aussi la spécificité qui est la nôtre, c'est-à-dire qu'on dessert des territoires qui sont pas très peuplés aussi, et donc voilà. Donc, en fait, on a pris le pari de ne pas partir sur ce qu'on appelle du yield management, c'est-à-dire qu'on prend le pari de partir sur un tarif unique qui est connu, qui s'aligne sur le tarif du covoiturage. C'est très important pour nous aussi d'avoir cette dimension accessible pour le plus grand nombre. Donc ça, voilà, on a travaillé sur nos modèles. On utilise des rames d'occasion aussi. Donc c'est ce qui nous permet aussi de trouver un équilibre économique avec un coût, une facturation du billet qui est aligné sur le covoiturage. Après, de manière plus globale, parce que votre question touche à la globalité de l'accès au train de manière générale, c'est vrai qu'il y a des choses à inventer. Après, ces tickets-là, ça veut dire un subventionnement de la part de la puissance publique. Donc, il faudrait sans doute qu'il y ait une action sans doute publique plus massive. C'est vrai qu'il y a des choses aussi comme en Suisse. Alors, on va dire le territoire est plus petit, mais on a en Suisse l'abonnement général, qui est vraiment un outil très puissant pour inciter les gens à utiliser les transports en commun, puisqu'effectivement, avec un abonnement général, qui coûte un peu d'argent, je n'ai pas les derniers chiffres en tête là récemment, mais en tout cas avec cet abonnement vous avez accès à tous les transports en commun, train, bus, bateau sur les lacs suisses de manière illimitée. Donc en fait une fois que vous avez ça, vous n'avez presque plus besoin de voiture, d'autant que la Suisse est très très bien connectée en termes de services. Donc voilà, il y a sans doute des choses comme ça à imaginer. Après effectivement c'est la question de l'accès aux offres et de la tarification pour permettre aussi une bonne lisibilité sur les tarifs et permettre aussi de prendre le train un peu comme ça au dépoté et pas se dire je dois réserver des mois et des mois à l'avance pour avoir un tarif accessible, parce que forcément sinon ça décourage un certain nombre de gens de prendre le train. Vous parliez des pouvoirs publics. Quelles seraient pour vous les mesures réglementaires qui manquent encore actuellement pour favoriser justement le développement, alors plus largement des transports en commun, mais plus précisément du train ? Aujourd'hui, nous, on essuie un peu les plâtres de tout ça, de cette ouverture du marché. Je pense qu'il y aurait plusieurs choses à faire pour favoriser le développement ferroviaire. C'est déjà soutenir un peu mieux que ça ne l'est fait jusqu'ici le développement de nouvelles offres. Pour être clair, nous, RICOP, on n'est pas subventionnés. C'est-à-dire qu'on a des collectivités qui sont sociétaires de RICOP, mais qui nous apportent un soutien en investissement, en fait, et qui c'est pas du tout de la subvention sur l'exploitation. Et donc, il y a d'autres entreprises qui rentrent comme ça aussi sur le marché. Par contre, aujourd'hui, pour nous, je vais être tout à fait claire, c'est très difficile pour nous d'accéder au financement dont on a besoin pour pouvoir faire le service qu'on aimerait faire. On a levé à peu près 11 millions d'euros aujourd'hui et tout ce qu'on a fait jusqu'ici, l'achat de nos premières rames, le lancement de nos premiers services, etc., ont été faits par l'engagement citoyen. Mais à un moment, c'est vrai qu'on arrive un peu à une limite, c'est-à-dire qu'on a besoin d'engagement bancaire. Or, les banques aujourd'hui nous demandent des garanties. On est une jeune entreprise, on est une entreprise citoyenne, et donc finalement aujourd'hui, les garanties qu'on peut proposer aux banques sont pas suffisantes. Donc on doit se tourner vers la puissance publique. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on sent une forme de frilosité de la puissance publique à accompagner finalement l'innovation, la création de nouvelles activités dans le secteur ferroviaire. C'est assez étonnant parce qu'en fait, on voit que par ailleurs le discours ambiant
c'est plutôt de dire on accompagne justement la création d'entreprises, l'entrepreneuriat. Il y a plein de soutiens à l'économie dans plein de domaines, dans la tech, notamment dans des choses comme ça. Mais là, alors qu'on est sur finalement un bien commun, qui est l'utilisation du réseau ferré national pour desservir, pour offrir des services aux citoyens, aux habitants, la puissance publique est absente. Je tiens à le dire parce que, c'est aujourd'hui le soutien dont on bénéficie de la part de l'État est quasi inexistant. Donc voilà, il y a une forme de déception par rapport à ça parce que on nous parle à longueur de journée de l'enjeu de la transition écologique, de l'importance effectivement de changer nos comportements et quand on propose des solutions, effectivement, on voit que finalement la puissance publique, en tout cas au niveau de l'État, est un peu toujours sur ces mêmes modèles de financement des mêmes secteurs d'activité, des choses dites innovantes type la tech, etc., qui n'apporte pas forcément beaucoup de solutions à nos enjeux aujourd'hui actuels qui deviennent plus que criants. Toute cette discussion intervient dans un contexte d'ouverture à la concurrence des lignes ferroviaires. Est-ce que vous pourriez nous en dire juste les grandes lignes, parce qu'on n'a malheureusement pas, on pourra en discuter pendant des heures. Et surtout, pour vous, est-ce que c'est une bonne nouvelle que ces lignes soient ouvertes à la concurrence ? Alors, pour expliquer l'ouverture à la concurrence, on parle d'ouverture à la concurrence. Nous, c'est vrai qu'on préfère parler d'ouverture du marché. C'est vrai que RICOP n'existerait pas s'il n'y avait pas eu cette ouverture du marché. RICOP, on a vraiment été créé. On a eu la possibilité d'être créé parce qu'effectivement, il y a eu cette ouverture du marché. Comme Enercop en son temps. Enercop qui est une coopérative autour de l'énergie, voilà. Alors, il y a la question de la mise en concurrence. Certaines régions, l'État, mettent la SNCF en concurrence sur certaines lignes. Bon, ok, ça peut avoir une forme de vertu, peut-être, j'en sais rien en fait. Effectivement, ça permet à certains endroits de réduire les coûts. Voilà, donc on voit effectivement quelque part que peut-être qu'effectivement, ça peut avoir un avantage. Mais le sujet, c'est pas tellement celui-ci. Le sujet, c'est effectivement cette ouverture du marché. Alors, à la fois permet la mise en concurrence de la SNCF, voilà, plus ou moins bien. J'en sais rien, je donnerai pas vraiment d'avis définitif sur le sujet, parce que c'est pas là-dessus que RICOP se positionne. L'ouverture du marché, ça permet aussi l'émergence de nouveaux acteurs qui sont donc dits sur ce qu'on appelle le service librement organisé. Donc, c'est-à-dire des gens qui, comme nous, ne venons pas en concurrence avec la SNCF, mais on se dit, il y a des lignes aujourd'hui qui ne sont pas exploitées. C'est le cas de cette ligne Bordeaux-Lyon. Aujourd'hui, vous n'avez plus de service entre Bordeaux et Lyon. Ni la région Nouvelle-Aquitaine, ni la région Auvergne-Rhône-Alpes, ni l'État ne vont relancer ce service en service public. Donc nous, citoyens, on se prend en main et on va développer ce service. Donc quelque part, oui, cette ouverture du marché permet effectivement des initiatives et permet effectivement des nouveaux services qui arrivent sur le marché. Encore faut-il qu'il y ait un accompagnement en fait de cette ouverture du marché. Et c'est vrai que l'ouverture du marché a été pensée, on le constate tous les jours, essentiellement sous l'angle de la mise en concurrence, c'est-à-dire sans réflexion autour de nouveaux acteurs qui émergent et qui viennent proposer des services complémentaires. Donc c'est là où finalement ça pose problème dans la question de la planification finalement de cette ouverture du marché. Dernière petite question pour nos auditrices et auditeurs, comment on leur fait préférer le train ? En construisant le train dont on rêve, c'est-à-dire que préférer le train, c'est aussi réussir à construire, à définir les services qu'on a envie de voir, les trains qu'on a envie de voir rouler. Et pour ça, je vous invite bien sûr à rejoindre RICOP, à devenir sociétaire de RICOP. Tout le monde peut le devenir encore une fois et voilà, c'est une manière effectivement d'agir concrètement pour le retour du train dans les territoires. Merci beaucoup Alexandra pour tous ces réponses et ces éclairages sur ce sujet passionnant du ferroviaire. Merci à vous, auditeurs et auditrices, de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.